Boker Tov. Bracha ve'atzlacha. Toda rabba d'être là ce matin. Écoutez, ce cours, il est exceptionnel. Bezrat Hashem. J'attends que nos amis se connectent dans les réseaux sociaux. On va commencer à Dora Geoula ce matin, jeudi matin. Je voudrais vous rapporter les paroles et vous allez voir que ce matin, nous allons aller vers un chemin différent des autres matins qui est: est-ce qu'on a besoin dans une maison d'avoir une même voix pour éduquer nos enfants? Parce que nos enfants sont la continuité du peuple d'Israël. Nos enfants, ce n'est pas simplement des enfants. C'est eux qui vont proclamer le nom de Dieu dans la génération à venir, après que nous quitterons ce monde. Je donne ces paroles de Torah pour nos chayalim. Qu'Akadosh Baruch Hu yishmerem v'yatzilem. Qu'Akadosh Baruch Hu nous ramène nos captifs qui sont dans les géoles des nazis. Que tous ceux qui ont été blessés, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie la refoua chez les mains. Vous me marquez les noms des malades aussi. Je le dis à tous nos amis qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Juste Raphaël, petite parenthèse, c'est que hier j'ai reçu un message de France comme quoi le gouvernement français s'inquiétait que les Israéliens, les soldats étaient rentrés à l'hôpital Shifa à Gaza et qui s'inquiétaient pour les civils. Je voudrais simplement dire au gouvernement français de s'inquiéter sur ce qui se passe en France. Ça serait beaucoup plus constructif. Et ce qui se passe à Londres, et ce qui se passe en Allemagne, et ce qui se passe en Europe. Beaucoup plus, inquiétez-vous de ce qui se passe chez vous, beaucoup plus de ce que vous inquiétez de ce qui se passe chez nous. Chez nous, tout va bien. Le travail continue. Les nazis seront éliminés. Et malheureusement, les civils qui n'auront pas voulu quitter Gaza pour servir de bouclier humain aux nazis seront, je vous le précise, éliminés. Ne vous inquiétez pas. Mais nous, on a décidé de vivre dans un pays où la lumière de l'humanité doit rayonner. Alors pour qu'elle rayonne, il faut que les nazis soient éliminés. Je vous conseille à vous, les Européens, de vous occuper de vous parce que votre situation est beaucoup plus catastrophique que la nôtre. On est bien d'accord. En interne, la police française s'attend à de grands attentats. Parce que le nazi a besoin d'attentats pour qu'on parle de lui. Il a besoin de grands attentats pour qu'on parle de lui. Parce que sa raison de vivre, c'est qu'on parle de lui. Et si on parle de lui et de son combat, alors les fonds du Qatar, etc., vont continuer à être versés. C'est un business. Sur le compte d'innocents. Un nouveau business qui a été inventé sur le compte des innocents. Nous, on a payé les frais ici. Mais je regardais hier la télé israélienne qui disait qu'il y a eu un avant et il y aura un après et que le peuple juif ici, dans ce pays, plus jamais ne se conduira comme il s'est conduit avec ces nazis jusqu'à maintenant. C'est fini. Vraiment fini. Alors, ne vous attendez pas à des cessez-le-feu et à ce qu'un jour Gaza redeviendra Gaza qu'elle était avant et que les territoires redeviendront les territoires et que c'est fini tout ça. On s'est mis ici, Baruch Hashem, et je vais commencer mon cours, on s'est mis ici à parler en arabe. T'as pas remarqué une chose, Richard? Les grandes manifestations se sont passées où? Dans des pays occidentaux. Je
peux te poser une vraie question, Raphaël? Pourquoi ces grandes manifestations ne se sont pas passées dans les pays arabes? Tiens, c'est bizarre. Hein? Pourquoi? Pourquoi en Syrie, il n'y a pas eu ces grandes manifestations? En Irak? En Iran? Et pourquoi... Non mais, je peux te poser une vraie question. Pourquoi ces grandes manifestations se passent dans les pays européens? Qu'est-ce qu'ils ont à faire, les Européens, avec ça? Hein? Hein, parce que ces barbares ont besoin de démocratie pour tu sais, c'est comme les cafards, pour se multiplier. Parce que dans les pays totalitaires, qui sont tous les pays arabes, là-bas, on ne leur donnera pas la possibilité de le faire. Eh bien, hein? Eh bien. Donc, je redis encore aux Français, inquiétez-vous sur votre sort, le nôtre, ne vous inquiétez pas, enseignez à parler en arabe. Tu sais ce que ça veut dire, Hervé, parler en arabe? On parle leur langue. Tu sais c'est quoi leur langue? Hein? Eh ben, c'est comme ceux qui sont là en train de prier avec nous. Tu avais un peu les engins de... les mitraillettes qu'ils avaient? Hein? Tu as vu les mitraillettes qu'ils avaient? Bah, ils sont tranquilles. Eux, ça y est, ils savent. Ils savent. On va parler en arabe ici. Et vous inquiétez pas, tout va changer. Tout va changer. Je conseille d'ailleurs à nos amis français d'aller acheter des appartements à Sderot et dans ces endroits parce que de toute façon, Gaza, c'est terminé. Le Gaza que vous avez connu, c'est terminé. Je le dis gentiment, tranquillement, sans m'énerver. Bien sûr. Bien sûr. C'est terminé. Alors, on est ce matin dans notre terre, paisiblement, vous le voyez bien, Baruch Hashem, tranquillement. Et le cours de ce matin va être énorme. L'un de nos grands maîtres, le Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, on l'appelle le Natsif de Vologine. Il était le maître du Rav Kook. Vous avez entendu parler du Rav Kook? Il était le maître du Rav de Yerushalayim pendant des dizaines d'années, avant la proclamation de l'État d'Israël, le Rav Isser Zalman Meltzer. Il se pose une question, écoutez-moi bien. Il dit comme ça. Nous avons constaté, dans son livre Amek Davar, dans la paracha de la semaine dernière, Chaye Sarah, il dit, vous n'avez pas constaté une chose? Avraham Avinu, notre père, a eu des discussions avec sa femme Sarah. Oui ou non? Quand, par exemple? Quand elle est venue lui dire que Ishmaël a porté une influence mauvaise à Yitzhak et qu'il faut s'en séparer de lui, oui ou non? Donc, il y avait une discussion. Il y avait des discussions entre Yaakov et Rachel. Quand Rachel est venue se plaindre, lui dire qu'elle n'a pas d'enfant, etc. Il y a eu des discussions entre Yaakov et Rachel et Léa, au moment où c'est qu'ils devaient quitter Lavan. Il y avait des discussions entre eux. En deux mots, Abraham, Yaakov parlaient avec leur épouse. Yitzhak. Il n'y a jamais eu une discussion dans la Torah entre Yitzhak et Rivka. Tu n'as pas remarqué? Comment ça se fait? D'ailleurs, Yitzhak aime Esav, Rivka aime Yaakov. Rivka aurait pu aller voir Yitzhak et parler avec lui, et lui dire, tu sais qu'il y a des problèmes avec ce Esav que tu aimes. Non, il n'y a rien. Et ça avance dans l'histoire. Un beau matin, il veut donner les bénédictions à qui? À Esav. Est-ce qu'elle va voir son mari et lui dire, mais ne donne pas les bénédictions à Esav, il faut les donner à qui? Au tzaddik, à Yaakov? Rien. Elle est obligée de doubler son mari, en habillant Yaakov avec les habits de qui? De Esav. Mais tu vois bien qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de discussion entre Yitzhak et Rivka. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une question énorme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de discussion, il y a un couple ici, Yitzhak et Rivka, ils n'ont jamais discuté. Ils n'ont jamais parlé de l'éducation de leurs enfants. Qu'est-ce qui se passe? Mettez-moi les noms des malades, de tout ce que vous avez besoin de bracha,
et partagez-moi ce cours. Il dit le natif de Vologine. Ça a commencé au moment où c'est que Rivka arrive sur le chameau avec Eliezer. Vous vous rappelez qu'Eliezer est parti chercher Rivka. Il l'amène. Quelle est la première rencontre qu'elle a eue Rivka quand elle est arrivée en Israël? Elle voit un homme en train de prier. C'était qui? Tu me suis? Il dit le natif de Vologine. Vatissa, Rivka est un havre. Rivka leva ses yeux. Vateret Yitzhak, elle a vu Yitzhak. Be'oto omed umitpalel, il dit. Il était en train de prier. Ve'hayas kemalach elokim nora me'od. Il venait de descendre du Gan Eden. Il avait passé 3 ans dans le Gan Eden. Elle a vu comme un ange énorme, un ange terrible. Elle n'a pas vu un homme. Elle a vu la grandeur de cet homme. Elle a vu un ange. Alken nivreta me'od. Il dit, elle a eu la peur de sa vie quand elle a vu son mari, son futur, Yitzhak. Et c'est marqué Vatipol me'ala gamal. Elle est tombée du chameau. Merov pachad ve'ema, il dit le natif de Vologine. Tellement qu'elle a eu peur. Omnam lo yad'a memi mitpachedet. Ve'ilu lo hayta yoshevet im ha'eved al gamal echad. Il dit le natif de Vologine. Il y a eu un problème technique. C'est quoi? C'est qu'elle était assise sur le chameau derrière Eliezer. Et alors? Et voilà qu'Eliezer avance. Et elle se retrouve subitement devant Yitzhak. Elle n'a pas eu un temps d'adaptation. Elle s'est retrouvée devant cet homme, qui n'était même plus un homme. Il avait passé ce qu'on appelle Akedat Yitzhak. Son père allait l'égorger. Il est monté au Gan Eden pendant 3 ans. Il est redescendu. Elle le voit devant lui. Subitement, la peur qu'elle a eue à ce moment-là a causé qu'elle est tombée de quoi? Elle est tombée du chameau. Et là, il dit qu'elle pose une question à Eliezer. Mi ha'ish alazé. Qu'est-ce que ça veut dire mi ha'ish alazé? Mi ha'ish azé. C'est quoi alazé? Qui c'est cet homme? Mais halazé, c'est pas le mot. C'est qui cet homme? Parce qu'elle aurait pu dire mi ha'ish azé. Halazé, c'est quoi ce mot de halazé? Halazé. Il dit, qui c'est cet homme? Asherani mitpaelet ou mitpachedet mimeno, que j'ai tellement peur de le regarder. C'est qui cet homme? Auquel voir Bebereshit Rabba, il dit le natif, comme il est écrit dans le Midrash, Belashon halazé, mashmao adam me'uyam venora. Quand on dit le mot halazé, c'est qu'on a peur de cette personne. Je vous donne, je ne sais pas quoi. Qui c'est qui me trouve où ce mot de halazé, il est dit? Elle dit, cet homme me fait peur. Le mot de halazé veut dire, il me fait peur. C'est pas zé, celui-là. C'est il me fait peur, celui-là. Où on a trouvé ce mot? Non. Non. Halazé. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol nהיה bidor. Shmuel, écoute bien. Quand les frères de Yosef voient Yosef arriver, ils ont dit, voilà, cet homme-là, halazé, il est arrivé, halazé. Ils ont peur de lui, avec ses rêves. Il est arrivé. Et d'ailleurs, ce qu'ils vont faire tout de suite, ils vont se débarrasser de lui. Halazé. Alken, ksheshama'a shehu isha. Et Eliezer va lui dire, c'est lui avec qui tu vas te marier. Elle a pris son châle et elle s'est couverte. Merov parad, de peur, ou boucha et de honte. Que mot chez Mevina, chez Ena Reouya, les mots du natif de Vologine. Chez Ena Reouya liot lo leisha, de honte, en se disant, est-ce qu'elle peut, elle, se marier avec un homme aussi? Elle, dans son petit niveau, est-ce qu'elle peut se marier avec un homme d'un niveau pareil? Ou mais az, écoutez ces mots, vous les avez jamais entendus. Ou mais az vahal'a. Et depuis ce moment, nikba beliba pachad, il y a eu une crainte, une honte de parler avec ce monsieur qui était à un niveau tellement supérieur d'elle. Velo hayta im Yitzhak emo Sarah im Avraham.
Et elle n'a jamais eu une relation qu'a eu Sarah avec son mari Abraham. Ve Rachel et Yaakov. Et Rachel avec Yaakov. Asher biotalahem et zekpida alehem, que quand elles n'étaient pas contentes sur quelque chose, l'obochou les daberet et lifnehem. Elles n'ont pas eu peur d'aller voir Abraham et d'aller voir Yaakov et de lui dire ça va pas. Il n'y a pas eu une relation pareille. Machem ken berivka. Il n'y a pas eu ça. Vechol zekadma la sipur sheavo beparashat toldot. Shayo Yitzhak virivka mecholakim bedaot. Et cela va se matérialiser qu'à un moment donné, dans la paracha de cette semaine, Yitzhak et Rivka, ça ne va pas entre eux. Parce que Rivka aime qui? Yaakov. Et Yitzhak, il aime qui? Esav. ומכל מקום לא מצא רבקה לב להעמיד את יצחק על דעתה בדברים נכוחים. Elle n'a jamais eu le courage de s'approcher de son mari et de lui dire, mon chéri, celui-là que tu aimes, là, ce Esav, là, c'est un escroc, c'est un voyou. Il faut que tu donnes les brachot à qui? À Jacob. Elle n'a pas eu cette force. Tu entends ça, Richard? Ah, c'est pas nos femmes. Qui yodaat haemet. Et vechen beshaat habrachot. Et même au moment des bénédictions. Vekol ze'aita sibat makadosh baruch hu. Bon, alors il termine et il dit, et tout ça, ça a été, c'est venu de Dieu pour que, justement, comme on a dit hier dans le cours d'hier, c'est que Yaakov prenne les brachot et que Yitzhak, il pense qu'il est en train de donner les brachot à qui? À Esav. Traduction des mots. Avec toute la pudeur, avec toute la crainte qu'on a de pouvoir parler sur Abraham, Yitzhak et Yaakov. Qu'est-ce qu'il est venu te dire le natif de Vologine, Hervé? Il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de dialogue entre Yitzhak et Rivka. Et ça va causer des problèmes. Quand il n'y a pas, comment on appelle ça? Un dialogue. Hein? Pardon? Il n'y a pas un échange. Il n'y a pas une communication entre l'homme et la femme dans une maison. Ça va causer des problèmes. Tu m'entends ce que je te dis? Oui, ça va causer des problèmes. Tu m'entends? Il te dit le natif de Vologine. Encore une fois, on prend juste l'idée. On n'est pas là pour critiquer Yitzhak, Rivka, Chazvé Shalom, à Dieu le plaise, qui on est. Mais il y a une idée, il te dit le natif de Vologine. Il y a eu un dysfonctionnement énorme. Pas de dialogue, pas de complicité, pas de parole, pas de débat sur l'éducation des enfants. Tu te retrouves avec des problèmes. À peu près ça. C'est quand même terrible, hein. Elle a eu tellement peur de lui qu'elle n'a jamais pu avoir avec lui. C'est dramatique. Elle a vu devant elle, quand elle a vu la première fois, elle a vu devant elle un ange. On ne sait même pas ce que ça veut dire, voir un ange. Une peur qui l'a fait sauter du chameau où elle était, et elle est tombée par terre. Ça a été d'une violence terrible. Et on lui dit, c'est ton mari. Maman, qu'est-ce que c'est? Qui c'est celui-là? C'est même plus un homme. Qui c'est celui-là? Depuis ce jour-là, elle est bloquée. Elle ne peut plus parler avec lui. Bah, il te dit le natif de Vologine, le problème sera sur l'éducation des enfants. C'est qu'il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange. Eh bien, s'il n'y a pas d'échange, il y a des problèmes. Et là, je voudrais vous amener une chose. Le Rav Zamir Cohen, que nous aimons tous, quelqu'un de Baruch Hu, il donne longue vie. Vous connaissez Rav Zamir? Hein? Je l'adore. Il dit Rav Zamir, Tanai Nosaf, le Nefesh Abria shel Yaldei HaMishpacha. Il dit Rav Zamir, je voudrais vous donner l'indication qui va faire que vos enfants auront une âme en bonne santé. Tu sais que ça veut dire une âme en bonne santé? Olivier! Parce que les gens, ils sont inquiets, est-ce que tu es là ou non? Olivier! Tu sais que ça veut dire avoir des enfants avec une âme en bonne santé? C'est des enfants qui ont une force. C'est des enfants qui ont de la joie. C'est des enfants qui sont optimistes. C'est des enfants qui grandissent bien. C'est des enfants qui sont calmes. C'est des enfants qui font des études. C'est des enfants qu'un jour ils se marient. C'est des enfants qu'un jour tu n'as pas de problème avec eux. Parce qu'ils ont une âme qui est bonne. Elle est en bonne santé. Il te dit Rav Zamir Cohen, tu sais comment? Ou à roga asvivati beaklim habeti. Tu entends, Shmuel? Aroga asvivati. C'est cette paix, ce foyer paisible
dans lequel l'enfant va vivre, et un enfant qui vit dans un foyer paisible, il sera très fort. Avirani no Chababait, il explique. Une ambiance calme dans une maison. Nidreshet le nefesh hayelet ki avir la nishima. Un enfant, il a besoin d'une maison calme, comme on a besoin de respiration pour vivre. C'est pas un plus, la respiration. Ah, tu peux pas. Je te bouge, tu peux pas. Un enfant, pour vivre, a besoin d'une maison calme. Od me'agil harach, depuis qu'il est petit. Shechen yeled agadel be'avira mitucha benorim be'ofan kavua. Parce qu'un enfant, partagez secours, partagez secours. Partagez secours. Parce qu'un enfant qui vit dans une maison où il y a une ambiance metoucha, une ambiance de stress, hein, tendue, tendue, c'est tendu, c'est tendu. Toi, tu crois que lui, il ressent pas ça? Même un bébé de 2 ans, 3 ans, il ressent une ambiance tendue dans un endroit. Et il se met à avoir un stress. Et alors, le seul problème, c'est qu'une ambiance tendue chez un enfant lui enlève la stabilité qu'il a besoin sous ses pieds pour vivre. Tu sais ce que ça veut dire? C'est comme si je te fais asseoir Hervé dans un endroit où il n'y a pas de stabilité, où tu risques de tomber là ou là, derrière et avant. Comment tu es quand tu es assis? Voilà, la même chose. Et de là, il développe, tu sais quoi? Une peur sur le monde qui est autour de lui. Et même si après, tu essaies d'encourager cet enfant, tu essaies de lui donner des forces, t'arrives pas. C'est pourquoi t'arrives pas? Parce que son âme est blessée. Après, quand il grandira, tu auras devant toi quelqu'un qui, ça va pas. Ça va pas. Et pourquoi ça va pas? Tu peux pas être tranquille, déjà le monde il est compliqué. Sois tranquille avec ta femme et tes enfants, ça va pas. Tu sais pourquoi ça va? Hervé, j'en traite comme ça des dizaines. Ça va pas. Dans la tête, ça va pas. Il est pas bien. Tu sais pourquoi il est pas bien? Ben c'est normal. Il n'a pas eu un environnement paisible. Les firach, à l'aorim la tête à da'at chez les cholapachot les ma'ana yeled ou iladim. Il dit, je vous en supplie, mesdames et messieurs les parents, juste pour ces enfants que vous avez mis au monde. Je vous en supplie, ne vous disputez pas devant eux. Je vous en supplie, quand il y a des colères, il y a des choses qui ne vont pas, je vous en supplie, ne le faites pas devant ces enfants. C'est leur enlever la stabilité. Cette stabilité va causer une blessure sur leur âme, qui seront de grands malades toute leur vie. Hervé, je peux te dire une chose. Où j'ai puisé, moi, mes forces dans ma vie? Je vous dis quelque chose qui est très intime. Où j'ai puisé mes forces dans ma vie? Ma façon de voir le bon, ma façon d'être optimiste, ma façon d'avancer dans la vie, d'être courageux, avec mes petites forces que Dieu m'a données, pas plus que ça. Mes parents, quand j'étais bébé, quand j'étais petit, je voyais mes parents entre eux qui s'aimaient. Mon père, Alav Shalom, combien il s'occupait de ma mère, combien il a tout fait pour ma mère. Et moi, je voyais ça, ça me donnait des forces de voir mes parents ensemble. Bien, ça me donnait des forces. Ça me donnait que j'avais des parents, j'avais pas peur. Ça m'a donné un optimisme dans la vie. Et je vous en supplie, ne vous disputez pas devant les enfants. Même quand ça peut arriver qu'on a des différences entre le mari et la femme, ça peut arriver. Ne montrez pas que vous n'êtes pas d'accord avec votre épouse et que vous n'êtes pas d'accord avec votre mari devant les enfants. Ne le montrez pas. Que dans une chambre, dehors, vous sortez, vous vous chamaillez, vous arrivez
à un accord entre vous, mais pas devant les enfants. Et devant les enfants, quand vous retournez, vous avez qu'une seule voix. Parce que cette voix unique, cet amour, ces moments de complicité entre les parents, c'est la construction des enfants. Et s'il n'y a pas ça, c'est un adulte très malade qui grandira après. À plus forte raison, il dit. Surtout quand les discussions sont sur l'éducation des enfants. Tiens, voilà, on y arrive. Et qu'il faut avoir des discussions. Il dit, faites-le seul. Ne faites pas des discussions devant l'enfant. Ah, je suis pas d'accord, moi je suis d'accord. Ah, je suis pas d'accord, moi je suis d'accord. Pas devant l'enfant. Tu sais pourquoi? Il dit, et surtout devant l'enfant d'avoir une seule voix. Pourquoi, Olivier, de ne pas avoir de discussion? Il te dit, parce qu'un enfant qui grandit, où c'est qu'il y a une différence de vue, de conception entre le père et la mère, il jouera avec les volontés contraires des parents pour accomplir sa volonté à lui. Tu m'entends ce que je suis en train de te dire? Eh ben, quand le père sera de son côté, il ira avec le père. Quand la mère sera de son côté, il ira avec la mère. Tout ça pour arriver à quoi? À ses fins. Ah ben voilà. Ben c'est pas terminé, il te dit le Rav. Quand il grandira cet enfant et qu'il fondera son propre foyer. Il va continuer à imiter ses parents. C'est-à-dire qu'il a compris que dans une maison, il y a un conflit, il y a une bagarre, il y a une guerre, et que l'un ou l'autre va gagner entre le père et la mère, et lui, il recontinuera ça avec son épouse ou avec son mari. Ben voilà. Traduction des mots, quand tu vois un couple qui ne s'arrange pas, qui sont toujours en bagarre sur n'importe quoi, dis-toi une chose, l'un des deux, ou voire les deux, ils ont vécu eux-mêmes quand ils étaient petits dans une maison ou quoi, bah où c'était la bagarre. Il n'y a pas d'autre façon. Ils sont peut-être même pas au courant qu'il y a une autre façon de vivre. En harmonie, en harmonie. Ils savent pas. Ils sont sûrs que c'est la guerre. Qui c'est qui va la gagner? T'es un mec, t'es un homme. Impose-toi. Impose-toi. C'est quoi ça? C'est la guerre? Un mariage, c'est quoi? C'est Gaza? Impose-toi. Impose-toi sur les plus forts et impose-toi sur l'ennemi. Sur l'ennemi. Et tu vas le gagner. C'est quoi ça encore? Et on fait sortir des générations de malades, qui produisent eux-mêmes des générations de grands malades. Et puis on se retrouve avec une société d'aujourd'hui qui est... J'ai peur pour la génération à venir. J'ai peur pour mes petits-enfants. Quand je suis en train de constater que une grande partie de l'humanité, elle n'est pas méchante, hein, elle n'est pas mauvaise, mais elle est très malade. Elle est déséquilibrée complètement, c'est des fous. Des fous se marient avec des folles. Et des folles se marient avec des fous. Et il y a des roupotes, et il y a des mariages. Et tout le monde est content. Et 2 ans après, ils sont en train de chercher un rabbin qui va leur arranger leurs problèmes. Et qu'est-ce qu'il a fait le rabbin pour arriver à ça? Pourquoi le rabbin? Pourquoi le rabbin? Pourquoi moi j'ai besoin de recevoir 100 millions de coups de téléphone? Pourquoi? Mais parce que les parents de ces personnes-là n'ont pas fait leur travail. L'un des deux, ou voire les deux, j'en sais rien. Mais quand un enfant il grandit dans une maison où la vision de cette maison, c'était papa et maman ensemble. Quand ils avaient quelque chose à nous dire, ils venaient les deux nous le dire avec une même voix. Ils se sont jamais disputés, en tout cas pas devant nous. Un enfant comme ça, qu'est-ce qu'il veut? Plus tard, quand il se marie, qu'est-ce qu'il veut? Avoir quoi? Une maison normale. Gorem Nosaf, il dit, juste une dernière chose, toute petite chose, je vous en supplie, parce qu'il y a tellement à parler sur ça. Ahad ma'atotsaot, Marot, ça c'est le Ravarouche qui prend la parole, il dit, l'une des conséquences terribles, quand des enfants vivent dans une maison où il n'y a pas d'harmonie, tu vois pas un père qui montre à ses enfants combien il aime la maman. Hein, parce que la maman, c'est notre maman, oui ou non? Quand ton père, il montre
de l'amitié, de l'amour à ta mère, ça te fait plaisir? Sam, ça te fait plaisir? Jusqu'à 120 ans pour tes parents. Mais ça ne fait pas plaisir. Pourquoi ça te fait plaisir? Ben c'est ta mère. C'est ta mère. Tu vois ton père qui fait kavod à ta mère, qui dit sur ta mère, ça te fait plaisir, ça te fait kiffer. Mais c'est normal. Il dit une maison où il y a ce kavod entre le papa et la maman, qu'elle fait du kavod au papa devant les enfants. Il te dit, parce que s'il n'y a pas ça. Alors la conséquence, il dit Ravarouche. Tu entends Olivier? Sur l'éducation des enfants et Shabaït. Écoutez ce que je vais dire, ça fait froid dans le dos. Na'asab makom sha'yeled lo ohev liot bo. Partagez ce cours. Quand je vois des parents se parler comme des bêtes sauvages devant les enfants, tu sais que j'ai même pas de la peine pour les parents. Tu sais pour qui j'ai de la peine? J'ai de la peine pour ces enfants qui seront la prochaine génération. Qui, ces garçons et ces filles, iront chercher des conjoints et des conjointes et les feront souffrir. Tu sais pourquoi ils vont les faire souffrir? Parce que c'est ce qu'ils ont vu à la maison. La souffrance. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur pour cette génération-là, complètement déboussolée, folle, sauvage, qui ne comprend même pas ce que c'est les valeurs. Il dit comme ça. Shabbat na'asa makom. Tu sais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe après? Alors là, à l'adolescence, vous allez découvrir un autre concept. Lequel? Les enfants qui vivent dans une maison nocive ne veulent pas rester dans cette maison. Ve'az, et alors? Cet enfant, par toutes les occasions, il cherche à quoi? À ne pas être dans la maison. Il va se chercher des nouveaux amis dehors. On sait ce que c'est les nouveaux amis dehors. Parce qu'il a besoin d'avoir un environnement un peu avec de l'amour. Donc il va aller se chercher des amis. Quand tu vois une petite de 13 ans, 12 ans, 13 ans, qui essaye de séduire à 12 ans un garçon, je l'ai vu, c'est fabuleux. Ça, c'est un truc que j'ai pas vu moi à mon âge. À mon époque, c'était à 16 ans, 17 ans, 18 ans, une fille voulait séduire un garçon. Mais quand tu vois une fille de 11 ans, 12 ans, qui veut séduire un garçon, tu sais pourquoi? Pourquoi? Hein? Alors, l'abruti me répondra, parce qu'on vit dans un monde moderne. Ça, c'est l'abruti. Il est déjà très malade. T'es intelligent, donne-moi une réponse. Parce qu'il n'y a pas cet amour à la maison. Parce que s'il y avait cet amour à la maison, cet enfant de 11 ans, 12 ans n'a pas besoin d'aller chercher un copain. À 11 ans, 12 ans. Ah oui, on vit aujourd'hui dans une époque où même les petites jeunes filles de 12 ans, déjà, ça veut rien dire. C'est une évolution qui a été faite à travers le déséquilibre des maisons, qu'un enfant, il a besoin d'avoir de l'amour. Et comme il n'a pas d'amour de ses parents, à 11 ans, 12 ans, il va aller chercher chez qui? Eh bien, même chez un garçon dehors, à 12 ans. Vie de couple à 12 ans. À 12 ans, tu es encore avec des couches, avec des changes complets. À 12 ans. Tu vas chercher un amour à 12 ans? Ou 13 ans? C'est que la maison est très malade. Je vous donne juste une petite parenthèse. Mes filles, jusqu'à quand on les a poussées au mariage, elles n'ont pas voulu. Tu sais pourquoi? Parce qu'à la maison, elles mangeaient de l'amour. Elles étaient bien. Elles avaient tout ce qu'il fallait. Elles avaient l'amour, l'encouragement, le respect, les choses comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Après ça, tu crois qu'elle a envie de... Elle n'a pas envie. Pas qu'elle n'a pas envie. Après, elle va se marier, elle est obligée de se marier. Mais elle est rassasiée. Et ça, c'est la génération d'aujourd'hui. Quand tu vois une petite de 12 ans, 13 ans, c'est un bébé. Elle cherche un garçon à 13 ans. Ah, parce qu'ils sont développés aujourd'hui. Non, c'est parce que vous êtes sous-développés, vous les parents. Pas parce qu'ils sont développés. Il dit, et ces enfants, on les retrouve dans des endroits où jamais on aurait dû les retrouver. Et parce qu'ils avaient besoin d'avoir un foyer. Ils n'ont pas trouvé le foyer à la maison, ils ont trouvé ce foyer avec les copains. Et des fois, les copains, c'est des mauvais copains. Amoussak beti ou miftsari, shayar od yoter liyanyan. Il dit, il y a un mot qui correspond à un foyer. Beti ou miftsari, il dit le Rav. Ma maison, c'est ma forteresse. Une forteresse. C'est quoi une forteresse? Il dit, un enfant, il a besoin d'avoir... Une forteresse, ça veut dire un endroit que quand tu es à l'intérieur, tu es en quoi? En sécurité. Veliot makom shetov
Venaim liotbo. Il a besoin d'un endroit où il est en sécurité. Il a besoin d'un endroit où il rentre le soir, il se sent bien. Yelek Chetov lo babaï. Un enfant qui rentre dans une maison, il aime cette maison. C'est pourquoi il aime cette maison? Parce que le soir, c'est paisible. Papa, maman, tout est bien. Shabbat. Shabbat. Quel kiff avec papa et maman. Papa qui se lève et qui fait chetrahi la maman. Qui félicite maman pour la table qu'elle a préparée. Qui sert maman parce que maman elle a travaillé tout le vendredi. Il la sert. Il s'occupe d'elle devant les enfants. Il voit ça. C'est une maison où il fait bon de vivre. Pas une maison de sauvage, où le mari il arrive, il est à moitié bourré, le Shabbat après-midi, parce qu'il a bu avec ses copains, parce que c'est un ivrogne. Et il rentre à la simcha de Shabbat. Assassin! Assassin! Et il rentre et il se bat. Alors il te dit, Yelet Chetov lo babaït. Un enfant qui est bon, qui est bien dans cette maison. Haorim bekoshi tzrim lazir oto miachutz. Les parents n'ont presque pas besoin de l'avertir sur les dangers qu'il y a dehors. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est tellement bien à la maison qu'il n'a pas envie de sortir. On n'a pas besoin de l'avertir. Ou le Rumatzot. Par contre, Imlotov la Yeled Babait. Si un enfant dans la maison, ça va pas. Askama Shaorim Ikleo Oto Zelo Yazor Lahem. Hu Yechasuf Lekol Ashpa'a Shlilit Vekalut. Combien que les parents vont essayer de le bloquer pour le garder à la maison, il se sauvera de la maison. Elle se sauvera de la maison. Elle aura 13-14 ans, elle tournera dehors jusqu'à 3 heures du matin. À la recherche de quoi? D'un peu d'amour. D'un garçon. Qui, de toute façon, profitera de son corps. Puisque c'est le projet du garçon. À 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, jusqu'à qui va se marier, c'est le projet du garçon. C'est de profiter du corps de la fille. Et toi, tu comprends pas pourquoi ton adolescente, elle veut pas rester à la maison. Elle veut sortir tous les soirs. Moi, mes enfants, ils sont jamais sortis. Ils étaient à Betrana, à la rue Petit. Ils ont fait leur bac scientifique. Ils rentraient à la maison, il était 19 heures. Elles travaillaient jusqu'à 23 heures. Elles ont jamais pleuré pourquoi elles sortaient pas. Elles étaient bien dans la maison. Elles étaient bien dans la maison. Elles ont fini leurs études. Elles se sont mariées. Aujourd'hui, elles traduisent ce qu'elles ont vu dans notre maison. Elles le traduisent avec leur foyer. Comment elles s'occupent de leurs enfants. Elles travaillent, elles sont courageuses, mais oui. Mais ça dépend où t'as fait vivre ces enfants. Ça dépend s'il y a une communication entre les parents. Il termine et dit, petit réglage sur une des erreurs monstrueuses de certains parents. Que, à la place de donner aux enfants cet amour, cette paix, cette tranquillité, cette maison qui est une forteresse, que quand il rentre le soir, il est content de rentrer le soir, que quand il arrive vendredi et Shabbat, ils sont contents d'être avec leurs parents. C'est un moment extraordinaire. À la place de ça, qu'est-ce qu'il donne? Il donne des moyens. Des moyens. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as besoin? Tout ce que tu as besoin, je te donne. Et là, il dit, le problème, c'est que ces moyens n'auront jamais pallié à ce besoin d'une maison. Parce que les parents, ils travaillent. Parce que les parents, ils n'ont pas le temps. Parce qu'ils ont une carrière. Parce que ci, parce que là. Mais attention, on ne prive pas nos enfants. On leur a donné un grand standing. Ils ont de la chance. Beaucoup plus que celui qui habite dans le HLM. Mais celui qui habite dans le HLM, il est 100 fois plus heureux. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a son père et sa mère, il a une chaleur dans la maison. Et vous, vous avez fait de votre maison un dortoir, une cantine, où il n'y a personne. Et vous voulez donner des moyens en pensant que ces moyens vont pallier à ce besoin. Sauf que le petit Diravarouche prendra ces moyens, qui sont devenus pour lui illimités, de grands moyens, et il se servira avec ça. Pourquoi? Pour aller fumer de la drogue et jouer dans les casinos. Puisqu'il a de grands moyens. De devenir un voyou. De devenir ce qu'on appelle aujourd'hui une jet set. Mais la jet set n'a jamais fait naître des enfants normaux. La jet set n'a jamais fait naître des familles que nous, on a connues dans les années 60, 70. J'en pleure de ces générations qu'on a vues naître
de personnes qui sont devenues de grands médecins, des avocats, des personnes qui ont fait des études, qui vivaient dans des HLM. Et on a fait naître des enfants qui aujourd'hui te disent, moi, ce que je veux faire dans la vie, c'est faire un gros coup. C'est-à-dire des abrutis, des nuls. Mais ça a commencé par une chose. La cellule familiale, il n'y en a pas. Mais Sam, c'est pourquoi je suis pessimiste. Parce que ceux qui m'écoutent, les jeunes générations qui m'écoutent, ne me comprendront pas. Tu sais pourquoi ils me comprennent? Parce qu'eux-mêmes, ils sont issus, déjà, d'une génération où il n'y a pas eu de cellule familiale normale. Ils ne peuvent pas comprendre ce que je suis en train de dire. Ils sont en train de dire, celui-là, il parle comme Victor Hugo. C'est pas possible. C'est Victor Hugo. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais il est dans un autre monde, le mec. Ok. Sauf une chose, Hervé. Celui qui n'aura pas fait grandir des enfants normaux, il souffrira de ses enfants jusqu'à son dernier souffle. Et il n'y aura pas de retraite. Non, non, mais il n'y aura pas de retraite. Il n'y aura pas de retraite. Il n'y aura pas de retraite. Il souffrira jusqu'à son dernier jour du dysfonctionnement de ses enfants. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Mais ça dépend d'une chose, une cellule familiale. J'ai commencé par Yitzhak et Rivka. Chas v'shalom que je parle des Avot Akdoshim. Mais tu vois bien que le natif de Vologine, il te dit, il y a eu un dysfonctionnement. Ils ne se parlaient pas. Ils ne se parlaient pas. Ils se sont jamais parlé sur l'éducation de leurs enfants. Ah bah il dit, regarde ce qui s'est passé. Je vous souhaite une bonne journée. Bracha v'atzlacha, toda rabba. Amen, ken yiratzon.